Dans cette vidéo, je vous donne quelques astuces qui vont vous permettre de réussir votre dissertation juridique. Voilà, j'ai été interpellé notamment sur Facebook par beaucoup d'étudiants qui ont des difficultés par rapport à la dissertation juridique, par rapport à la méthodologie. Donc, nous avons décidé de faire cette vidéo pour donner quelques conseils et rappeler aussi la méthodologie de la dissertation juridique, les différents points qu'il faut respecter pour réussir une dissertation. Après, dans d'autres vidéos, nous allons revenir sur les autres méthodologies, sur le cas pratique et le commentaire d'arrêt. Donc, la dissertation juridique, c'est un exercice théorique qui permet d'apprécier les capacités d'argumentation et d'organisation des connaissances de l'étudiant. Donc, dans cet exercice, tout l'argumentaire de l'étudiant doit être une réponse à une question abstraite, à une problématique. On parle de problématique et non de problème juridique. Donc, cela veut dire qu'il peut y avoir autant de problématiques que d'étudiants. Ce qui ne serait pas possible s'il s'agissait d'un problème juridique, parce qu'il ne peut y avoir qu'un problème juridique. Pour le problème juridique, il ne peut y avoir qu'une seule solution juridique. Voilà. Le problème juridique, vous posez le même problème à tous les bons juristes, ils vont te donner la même réponse, la même solution. Alors qu'une problématique peut avoir plusieurs réponses, donc plusieurs démarches. Chaque étudiant peut avoir sa démarche et avoir une bonne moyenne. L'essentiel, c'est de savoir comment défendre ses idées et comment développer, comment faire pour être cohérent et respecter la méthodologie. La dissertation va donc se réaliser après une analyse approfondie du sujet au regard du droit positif, de la doctrine et de la pratique juridique. La dissertation juridique est composée de deux parties, l'introduction et le développement. La conclusion est déconseillée, donc pas de conclusion dans une dissertation juridique. Mais avant de commencer la dissertation, il est indispensable de faire un travail préparatoire dans votre brouillon. Donc, il faut d'abord lire plusieurs fois le sujet afin de bien s'en imprégner et de pouvoir par la suite l'analyser efficacement. Ensuite, il faut souligner les mots-clés du sujet ou les encadrer. Voilà, l'essentiel, c'est de les mettre en évidence. Supposons par exemple qu'on vous donne le sujet, la règle de droit et la règle morale. Vous soulignez la règle de droit, vous soulignez la règle morale. Là, vous pouvez encadrer la conjonction de coordination et, parce que c'est aussi important, on va voir quelle est son importance plus tard. Après, vous pouvez définir succinctement l'ensemble des termes du sujet. Cela va vous permettre de faire une économie de temps et de réflexion lors de la rédaction de votre introduction. Après cela, listez sans les développer l'ensemble des idées et connaissances que vous évoque le sujet. Comme ça, vous pourrez identifier les idées et connaissances qui vous paraissent essentielles pour le traitement du sujet. Ce travail préparatoire n'est pas à négliger. C'est très important car cela va vous permettre d'une part d'éviter le hors-sujet, c'est-à-dire de traiter une question qui ne relève pas du sujet posé, et d'autre part, cela va vous éviter les oublis, c'est-à-dire le fait de ne pas traiter une question qui relève du sujet posé. Si vous faites ce travail préparatoire, déjà, il est probable que vous ayez déjà une problématique bien définie et un plan en tête. Maintenant, passons à la dissertation proprement dite. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, la dissertation est composée d'une introduction et d'un développement. Donc, voyons d'abord ce qu'il faut faire pour réussir son introduction avant de nous intéresser au développement. Il faut savoir que l'introduction, c'est la partie la plus importante d'une dissertation juridique. Elle doit être particulièrement soignée, car c'est le premier élément du devoir que le correcteur lira. C'est là où ce dernier sait à quel type d'étudiant il a affaire. Une bonne introduction doit comporter au moins 7 points qu'on peut résumer ainsi par ses initiales A, P, D, P, D, I, J, A. Donc pour maîtriser de façon très simple les différentes parties, vous retenez A, P, D, P, D, I, J, A. Comme ça, vous saurez
que ce sont ces 8 parties-là qui doivent être respectées dans une introduction. A, comme amener le sujet. P, comme poser le sujet. Donc, amener le sujet, ça va se faire par une phrase d'accroche. C'est cette phrase qui introduit le sujet en mettant en évidence sa thématique. Pour ce faire, on a 3 options. On peut partir du général au particulier. Par exemple, on vous donne comme sujet la légalité criminelle. Vous commencez par expliquer l'infraction, c'est quoi une infraction, quels sont les éléments constitutifs de l'infraction. Nous avons 3 éléments. Nous avons l'élément moral, l'élément matériel et nous avons l'élément légal. L'élément légal, c'est ça la légalité criminelle. Comme ça, vous posez le sujet, vous partez du général au particulier. Vous êtes parti de l'infraction, de ces éléments constitutifs et vous venez au principe, à la légalité criminelle. Vous pouvez aussi faire une contextualisation par rapport à l'actualité. Par exemple, on vous donne comme sujet le contrat et l'imprévision. Le contrat et l'imprévision. Nous sommes dans des périodes de pandémie COVID-19 qui est une imprévision. Vous pouvez partir de cette actualité-là pour venir au sujet. La troisième option, c'est une citation. Vous pouvez utiliser une citation comme phrase d'attaque. Cependant, il convient de s'assurer que la citation corresponde véritablement au sujet et que soit mentionné tant l'auteur que la source dont elle est tirée. Donc, après avoir amené le sujet, vous posez le sujet. Poser le sujet consiste tout simplement à le rappeler. Après que vous ayez fait une phrase d'accroche, vous dites que c'est de cette légalité criminelle-là ou c'est de cette imprévision-là dans le contrat qui nous intéresse dans notre sujet. Après cette étape, on passe à la définition des termes du sujet. Pour définir les termes du sujet, il faut se référer à vos cours, aux dispositions des lois, des règlements, à la doctrine ou à la jurisprudence. L'étape de définition est fondamentale en ce qu'elle permet au correcteur de vérifier vos connaissances et surtout vous assure que ce dernier a la même conception que vous de tel ou de tel terme, puisque vous lui indiquez le sens retenu. Par exemple, on vous donne comme sujet le contrat de travail. Dans les définitions des termes, vous définissez d'abord le contrat, parce que le contrat de travail, c'est avant tout un contrat. Ensuite, vous définissez le contrat de travail. Donc, quand on vous dit sujet, le contrat de travail, vous pouvez penser que le seul terme qu'il faut définir ici, c'est le contrat de travail. Mais non, vous définissez le contrat, vous définissez c'est quoi travail, qu'est-ce qu'il faut entendre par travail en tant que juriste. Ensuite, vous faites une définition globale, le contrat de travail. Le contrat, vous faites recours, comme je vous l'ai dit, à la loi. Le contrat est défini par le COCC. Un accord de volonté générateur d'obligation. Le travail est défini par le Code du travail, article 2 du Code du travail. Vous amenez la définition qui a été prévue par l'article 2. Et en fait, après, vous faites une définition globale. Vous dites donc par contrat de travail, il faut entendre et vous globalisez tout ça. Il faut entendre un accord entre deux personnes, un salarié et un employeur. Accord par lequel la première personne, c'est-à-dire le salarié, va exercer un travail sous la subordination de la seconde personne, l'employeur, moyennant une rémunération salaire. Donc comme ça, vous définissez de façon globale le terme. Après l'étape de la définition des termes, vous posez la problématique. La problématique correspond à la question à laquelle vous allez répondre dans votre dissertation. Il s'agit toujours d'une interrogation relative au sujet et qui permet d'en envisager les différentes facettes, les différents enjeux juridiques. La problématique est en fait le fil conducteur de votre devoir. Si vous ratez la problématique, vous ratez votre dissertation. Votre problématique ne doit pas être trop générale, de sorte que tout pourrait faire partie du sujet. Elle ne doit pas non plus être trop restreinte et conduire à ne traiter qu'une partie du sujet posé.
Voilà. La forme peut être affirmative ou interrogative, ça dépend. Après la problématique, on passe à la phase de délimitation du sujet. Délimiter, c'est dire au correcteur les points que vous allez écarter et ceux que vous allez étudier et la raison pour laquelle vous avez fait ce choix. Par exemple, on vous donne comme sujet la responsabilité du fait d'autrui. On sait que la responsabilité du fait d'autrui, en droit sénégalais, il y a 3 types de responsabilité du fait d'autrui. On a la responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants. On a la responsabilité du commettant du fait de son proposé. On a la responsabilité des maîtres et artisans du fait de leur apprenti. Vous pouvez dire que dans cette étude-là, vous allez tout simplement vous limiter à la responsabilité des pères et mères et la responsabilité du commettant. Comme ça, vous n'allez pas vous intéresser à la responsabilité des maîtres et artisans. Ça, c'est une délimitation. Mais il faut savoir que la délimitation n'est pas toujours obligatoire. Parfois, le champ du sujet est tellement restreint qu'on n'a pas besoin de le délimiter. Le sujet lui-même se délimite. Après la phase de délimitation, il faut poser les intérêts du sujet. Il s'agit des intérêts que regorge ce sujet de réflexion. Ce sont les intérêts à réfléchir sur la problématique que vous avez posée. L'intérêt peut être théorique ou pratique. L'intérêt théorique, c'est lorsqu'il y a des controverses doctrinales sur le sujet. Lorsque, par exemple, les auteurs ont des conceptions différentes sur un terme contenu dans le sujet, etc. Il n'est pas obligatoire car certains sujets n'en ont pas. Mais l'intérêt pratique, lui, doit toujours être précisé parce que chaque sujet a un intérêt pratique. Quel est l'intérêt? Dans la pratique, quel est l'intérêt d'étudier ce sujet? Ce sujet nous permet de voir que la responsabilité des pères et mères n'est pas bien réglementée en droit sénégalais, car la notion de garde n'est pas bien définie par le législateur, par exemple. Il faut préciser l'intérêt pratique à chaque fois. L'intérêt théorique n'est pas obligatoire. Après l'intérêt, il faut justifier votre plan avant de l'annoncer. La justification du plan, c'est la réponse à la question pourquoi ce plan et pas un autre. Voilà, vous dites au correcteur, compte tenu de tout ce qui précède, de tout ce que vous avez développé par rapport aux intérêts et tout, vous pensez qu'il est intéressant de suivre la démarche que vous allez lui proposer et après vous annoncez votre plan. Vous justifiez votre plan, après c'est l'annonce du plan. L'annonce du plan doit permettre au lecteur d'une part de connaître sommairement la réponse apportée à la problématique et d'autre part de savoir quels vont être les développements qui vont suivre par l'annonce des parties 1 et 2. Donc dans l'annonce du plan, vous dites par exemple, nous allons étudier en première partie la responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants, en parenthèse grand 1, et dans une seconde partie, la responsabilité des commettants du fait de leur proposer. Après l'introduction, vous passez au développement. Comme ça, vous annoncez votre plan. Si vous faites une bonne introduction, le développement ne sera qu'un complément pour avoir une excellente note. Il s'agira juste de développer les 2 parties de votre plan. Mais je vais juste attirer votre attention sur 3 éléments indispensables pour un développement cohérent et pertinent. D'abord, les chapeaux introductifs de parties annonçant le A et le B. Les chapeaux introductifs de parties doivent uniquement permettre au lecteur de savoir quels vont être les développements qui suivent par l'annonce des sous-parties A et B. Dans chaque partie, une fois que vous annoncez grand 1, grand 2, vous commencez le grand 1 par un chapeau introductif. Vous dites dans cette partie, il sera question où nous allons étudier d'une part ratatata entre parenthèses grand A et d'autre part ratatata entre parenthèses grand B. Ça, ce sont des chapeaux introductifs, c'est obligatoire. Pour chaque partie, il faut commencer par un chapeau introductif qui va vous permettre d'annoncer des sous-parties A et B. Maintenant, le contenu des sous-parties, parce que le sous-partie doit être développé, argumenté de façon cohérente. Il faut d'abord exposer un argument. Donc, chaque sous-partie doit débuter par l'exposé d'un argument répondant à la problématique. Le reste de la sous-partie vient ensuite étayer juridiquement
l'argument que vous avez exposé. Donc, après avoir exposé l'argument, vous justifiez l'argument. Il s'agit, comme je l'ai dit, détailler juridiquement l'argument présenté précédemment et donc de justifier la réponse apportée à la problématique. Elle doit contenir ses fondements textuels et jurisprudentiels en droit positif. S'il y a de la doctrine, tant mieux, sinon tant pis. Après avoir exposé un argument et après l'avoir justifié, vous donnez des exemples s'il y en a. Si vous avez des exemples qui viennent corroborer ce que vous venez de développer, vous donnez les exemples. Il s'agit juste d'illustrer vos propos par un ou plusieurs exemples pertinents. Donc après, le troisième point, ce sont les phrases de transition entre les parties et les sous-parties. C'est obligatoire, c'est nécessaire. Il ne faut pas négliger ces phrases-là. Les phrases de transition entre les parties 1 et 2, grand 1 et grand 2, et entre les sous-parties grand A et grand B, permettent d'expliciter la raison pour laquelle il va être présenté ce qui suit, après avoir exposé ce qui précède. Donc, une fois que vous développez votre grand A, par exemple, vous terminez, vous dites que, par exemple, on va prendre l'exemple d'un sujet, la règle de droit et la règle morale. Dans votre plan, vous avez dit que vous allez parler en grand 1 des différences. Comme problématique, vous vous êtes posé la question de savoir quels sont les rapports entre la règle de droit et la règle morale. En grand 1, vous étudiez les différences entre règles de droit et règles morales. En grand 2, les ressemblances entre règles de droit et règles morales. Dans la première partie, le grand 1, les différences, les sous-parties, vous avez décidé d'étudier les différences quant à leur source, grand A, et les différences quant à leur sanction, grand B. Donc, pour le chapeau introductif que j'avais dit tout à l'heure, pour annoncer le grand A et le grand B, vous dites que nous allons aborder les différences qui existent entre règles de droit et règles morales. D'abord, quant à leur source, entre parenthèses grand A, ensuite, quant à leur sanction, entre parenthèses grand B. Une fois que vous développez le grand A, pour faire une phase de transition et aller dans le grand B, vous pouvez dire par exemple, compte tenu de tout ce qui précède, il est donc clair que les sources de la règle de droit sont différentes de celles de la règle morale. Mais leur différence ne s'arrête pas là. La règle de droit et la règle morale sont totalement différentes quand on s'intéresse à leurs sanctions. Grand B, une différence quant à leurs sanctions. Ça, c'est une transition. C'est un exemple de transition. C'est comme ça qu'il faut procéder, voilà, pour que le travail soit cohérent et que ça ne soit pas ennuyeux pour le lecteur, pour le correcteur. Je vous remercie de votre attention. Nous allons, dans les prochaines vidéos, expliquer les autres méthodologies.